Mesdames et messieurs, nous avons l'immense honneur d'avoir avec nous le fossoyeur de film, François Torel. Bonsoir. Est-ce que ça va bien? Ça va très bien, ouais. Ouais. Écoute, c'est ta première fois au Québec? Pour une convention, ouais. Mais j'étais déjà venu, j'étais à Montréal pendant 2-3 semaines, fin 2012, en décembre. Je m'étais ramené en Converse, ce qui est un peu con. J'étais en mode fuck le froid, je m'en fous. Et non, j'ai eu très mal aux pieds. Et ouais. Mais première fois à Gatineau et à Ottawa, que j'ai pu visiter un petit peu. Nerveux un peu par rapport à la convention. La première fois que tu te fais inviter pour une convention, est-ce que le stress est au rendez-vous? Première fois que je me fais inviter à une convention outre-Atlantique, on va dire. Mais non, pas stress, c'est vraiment bon enfant. Je veux dire, il y a une ambiance juste bien, les gens sont ultra respectueux, ultra polis, presque trop, on va dire, non, venez, essayez d'envahir le stand. Et non, c'est... ouais. Et on en a beaucoup parlé avec les autres youtubeurs. Est-ce qu'il y a une différence entre les fans européens et les fans québécois? Ouais, bah c'est en fait surtout ça. J'avais peur de tomber dans le cliché en disant ça. C'est toujours basé sur quelque chose de vrai, mais je ne m'attendais pas à ce que ça soit à ce point. Et en fait, si, vraiment, il y a un côté bien plus... une distance, mais pas froide, loin de là, quoi. C'est vraiment plus de... Ouais, une distance respectueuse, en mode... Désolé, je ne veux pas vous aborder, mais, non. mais je suis là pour ça, faites-le s'il vous plaît. Je suis là pour ça. Donc, ouais, vraiment très poli, très bienveillant. C'est ça, ouais. Et je suis vraiment ravi de te recevoir. Est-ce qu'on peut se tutoyer? On peut se tutoyer, je pense. On peut se tutoyer. Fait que regarde, rendu là, on va se faire officiellement une poignée de main. Sauf que je me rends compte que vous êtes un des invités que l'entrevue risque d'être un petit peu plus intellectuelle. Hein? Tu viens de me revoyer. Sérieusement, gros réflexe que je viens d'avoir. Mais je pense que l'entrevue va être complètement intellectuelle. Ouais. Alors, afin de ne pas déstabiliser les spectateurs, les fans de Luduc.tv, écoute, voici des pets de bouche. Alors maintenant, on peut y aller avec le contenu intellectuel. Faut débriefer ce qui vient de se passer là. T'as essayé de faire des bruits de paix avec ta bouche. Mais ça n'a pas C'est une démarche comme une autre. Tu as échoué? Oui, un peu. C'est vrai. Je suis vraiment mauvais. Je crois que j'ai des paumes un peu trop maganées. C'est... D'accord. Non, mais peut-être que tu as réservé ta première fois pour qu'elle soit immortalisée. Non, mais ça Et voilà. Et ça a échoué lamentablement. Ça me fait penser à ce que j'essaie de faire, tu sais, quand tu essaies de faire du son avec des feuilles. Mais tu réussis une fois sur 10. Et c'est à peu près le son que tu as fait. Voilà, je voulais... Et voilà, il fallait que je le fasse devant toi, François. Et voilà. Le fossoyeur de film, on va revenir sur le sujet initial. Le fossoyeur de film, qui est un critique de film, j'imagine que le tout vient directement d'une passion pour le cinéma. Ouais. Quel film, pour commencer, t'a amené cette passion? Il n'y a pas un film en particulier. J'ai des parents très cinéphiles, versés dans le cinéma en tout cas. Et en fait, il n'y a pas eu d'avant et d'après cinéma dans ma vie. C'est juste qu'aussi loin que mes souvenirs remontent, mes parents m'ont montré des films et ça a toujours été naturel, quoi. Il n'y a pas eu une découverte à un moment du cinéma. C'était toujours là, plus ou moins. Donc il n'y a pas eu un film qui a déclenché la passion. Et même à la question quel est mon film préféré, je ne saurais pas répondre du tout à ça, quoi. Parce qu'il y en a plusieurs qui ont vraiment compté pour moi, pour différentes raisons, et j'arrive pas à en délimiter un seul. J'ai l'impression que choisir un film, ça serait faire insulte à tous les autres. Ouais. Qui sont là, moi aussi, je compte. Et voilà. Donc voilà, ça a commencé directement par regarder des vidéos, tout simplement, regarder les films, tout simplement. Oui. Et j'ai toujours aimé, après, par les films, écrire sur les films. Même longtemps avant de faire la chaîne, j'écrivais pas mal de trucs, même sur des sites ou des forums, des critiques de films et tout ça. Donc ça a toujours été plus ou moins naturel. Et puis voilà, quand j'ai commencé la chaîne, c'était un petit peu la convergence de plein de trucs que j'avais envie de faire sur l'écriture, sur la réalisation, l'interprétation, tout ça. Et voilà. Est-ce que c'était pour combler un certain vide au niveau de la critique de cinéma sur YouTube? Ouais, tout à fait. C'est juste que j'avais l'impression de ne pas voir vraiment ce que j'aurais envie de voir en termes de chronique ciné sur YouTube francophone. Donc c'était tout simplement une manière d'essayer en tout cas de faire ce que j'aimerais voir en tant que spectateur. Et c'est un truc auquel j'essaie de me tenir encore aujourd'hui. C'est la seule ligne directrice finalement qui peut guider le travail, parce que tu peux pas contenter tout le monde, quoi. Tu peux pas te dire je vais faire ci ou ça pour faire plaisir à tel ou tel public, parce que tu en toujours à décevoir ou pas être à la hauteur des attentes. Tu es toujours trop pointu pour certains, trop superficiel pour d'autres. Donc voilà, au bout d'un moment, il faut juste se faire plaisir et se dire, toujours prendre du recul par rapport à ce qu'on fait, et essayer de se dire, si j'étais spectateur uniquement, est-ce que j'aimerais le contenu que je suis en train de regarder? Et
c'est ce que j'essaie en tout cas. C'est bon, ça. C'est parfait. En même temps, vous amenez vous amenez la passion du cinéma auprès de votre public, ce qui est vraiment, ce qui est vraiment unique, ce qui est vraiment remarquable parce qu'on regarde vos vidéos et ça nous donne le goût de creuser dans certains des sujets, dans plusieurs sujets. Et c'est ça qui est le fun, parce que je regarde vos chroniques et le fait, toutes les recherches, l'argumentation que vous arrivez, on voit que ça n'a pas été fait en 5 minutes. J'imagine que la conception d'un fossoyeur de film, ça doit prendre des heures et des heures. Beaucoup trop longtemps. En fait, plus le temps passe et plus le degré, enfin le temps de boulot investi est croissant parce qu'en plus maintenant je mets de la fiction, plus les chroniques sont plus longues et j'essaie d'aller plus en avant dans l'analyse. Donc maintenant, le temps passé sur un fossoyeur, ça se compte en plusieurs centaines d'heures. C'est beaucoup trop pour ce que c'est. C'est vraiment beaucoup trop. Et enfin voilà, mais après il faut ce qu'il faut quoi. Mais oui, ça prend du temps, ça prend du temps. Mais après c'est la période de recherche. Après, ça dépend aussi des sujets, parce qu'il y a certains sujets que je maîtrise plus que d'autres. Après, tous les sujets que j'aborde m'intéressent, mais il y en a certains qui sont aussi l'occasion moi-même de me documenter sur la question et d'essayer de développer un truc. Donc, ouais, ça dépend des sujets, en fait. C'est parfait. Et est-ce que le fait de faire une chaîne sur la critique de film, est-ce que vous êtes déjà dit, ah, ça ne pognera pas nécessairement? Est-ce que vous êtes étonné de votre succès en ce moment? J'essaie de toute façon de jamais prendre le truc pour un acquis, donc je reste étonné quoi qu'il arrive, parce que à la base c'est pas si évident que ça puisse toucher un public large, parce que c'est des chroniques qui sont divertissantes sous un certain aspect, mais qui sont sérieuses à la base. Je pourrais enlever l'humour et la chronique resterait plus ou moins la même sur le propos. Et voilà, c'était un bon défi au début, surtout quand j'ai commencé, c'était en septembre 2012, et le format long n'était pas encore vraiment popularisé sur YouTube. Il n'y avait pas encore eu toute la clique de producteur de contenu culturel qui arrivait par la suite, et dans laquelle, avec d'autres comme Patrick qui fait Axolot, en fait, sans le savoir, on s'est lancé au moment où cette vague commençait tout juste à se constituer, et de fait, on a constitué parmi les premiers vraiment à la porter et à populariser un format un petit peu plus long. Maintenant, il est acquis qu'en tout cas sur le web, il n'y a pas que les contenus de 3 minutes filmés en fisheye pour parler des chats qui fonctionnent. Il y en a qui le font très très bien, hein, je ne dénigre pas le format lui-même, mais il y a de la place pour beaucoup de choses et ça permet de toucher un public sur des formats qui sont beaucoup moins évidents que ce qu'on pourrait trouver par exemple à la télé. On peut prendre le temps de faire telle ou telle chose, on peut se donner une liberté de ton et de traitement. À sa limite, c'est l'imagination. Enfin non, ça c'est un petit peu trop utopiste. On est sur YouTube, il y a quand même quelques restrictions. On ne peut pas montrer des boobs par exemple. Non. Mais bon, c'est pas le propos de toute façon. Mais on peut en parler si vous voulez, François. Voilà. On peut l'évoquer, c'est ça. Mais après, il faut pouvoir montrer les choses aussi. Mais voilà, on peut pas tout faire, mais il y a une liberté encore de mouvement qui est incroyable. Et on parle de film. Le fossoyeur de film parle de film. Est-ce que le fossoyeur de film rêve de faire un film? Oui. Enfin, bref. Après, un des propos de la chaîne aussi, c'est de montrer, et de la chaîne et de pas mal de gens aujourd'hui, parmi les créateurs de contenu, c'est de montrer qu'il n'y a pas de cloisonnement vraiment entre les différents trucs. Quelqu'un qui fait de la chronique peut faire de la fiction et vice-versa. C'est aussi, dans le contexte du cinéma, pour aller à l'encontre de l'espèce de vision traditionnelle du critique ciné, qui est un créateur frustré, qui n'a pas fait de film, et que c'est un critique, il fera juste de la critique, et il critiquera. Et non, enfin, sur la chaîne, j'essaie aussi de montrer qu'il y a de la musique, il y a plein de choses différentes, donc c'est pour montrer que ouais, enfin, ce cloisonnement n'a pas vraiment lieu d'être, et c'est aussi pour ça que j'intègre de plus en plus de fiction dans les chroniques. Avec, je me suis dit, quitte à avoir avec Pupus, quitte à avoir ce personnage, autant en faire quelque chose parce qu'il est assez décalé. Il y a une petite mythologie autour du truc qui est en train de se créer et que j'essaie de pousser en avant, sans que la fiction prenne vraiment le pas sur la chronique, parce que ça reste quand même des chroniques. Et j'ai pas envie de faire moitié-moitié, faire un contenu qui soit vraiment schizophrène à ce niveau. Genre, pas d'introduction à la Antoine Daniel maintenant. Là. Peut-être pas aussi longue, mais voilà, après c'est un propos différent, parce que Antoine, il l'étale sur genre 6, 7, 8 mois maintenant, mais il a besoin de ça pour l'ambition de ce type d'intro, et donc c'est aussi un autre domaine d'application, il faut prendre vraiment beaucoup de temps pour ça, et étant donné moi que je veux vraiment faire aussi de la fiction qui prenne pas trop le pas sur la chronique, mais qui soit quand même suffisamment importante pour donner des éléments sur le personnage, et donner une couleur chaque fois à la chronique, voilà. C'est bon, c'est intéressant. Côté réalisation, vous avez un film fétiche qui est Dune. Et ça, c'est le film fétiche du personnage plus que moi. Moi, j'adore ce film. Oui. De toute façon,
on a tous plus ou moins un personnage qui est pas trop éloigné de nous. Rares sont les gens qui ont vraiment un personnage de composition complète sur la vidéo. Moi, le Fossoyeur, c'est une partie de mes traits de personnalité, mais déformés. Ouais. Donc voilà. Est-ce que Dune fait partie de vos passions personnelles? C'est un de mes films vraiment que j'aime le plus, quoi. Enfin, ça fait partie. Peut-être pas du top 5, mais, mais voilà, je l'ai transformé en obsession maladive chez le personnage du Fossoyeur. Je suis pas aussi taré de Dune que ça dans la vraie vie. Mais écoutez, on va y aller avec cette direction-là. Oui. Si Dune devait avoir un reboot, Ouais. aujourd'hui, quel réalisateur verriez-vous pour cette nouvelle franchise? J'aurais bien dit Jodorowsky, Alejandro Jodorowsky, parce qu'il y avait ce fameux projet de Dune qui aurait dû être dans les années 70, réalisé par Jodorowsky, qui est un créateur incroyable, qui s'est fait maintenant beaucoup connaître aussi par les nouvelles générations comme scénariste de bande dessinée, mais qui à Vous l'époque... en avez déjà parlé, je crois, dans une de vos chroniques. Oui. Un petit peu, celles sur les projets cultes qui n'ont jamais abouti. Ouais. Et celui-là, j'ai mis... Non, c'était lequel? C'était le premier ou le deuxième? Je sais plus. Enfin, il était haut placé dans le classement. Et ouais, le Dune qu'il aurait dû réaliser aurait été incroyable. Il y a un film qui est sorti qui s'appelle Jodorowsky's Dune, qui a tourné à les festivals, qui va bientôt sortir, qui relate un petit peu ce qu'aurait dû être le projet. Et tu finis le film, t'as juste la larme. J'aurais tellement voulu ça. Mais bon, c'est trop facile de répondre Jodorowsky. Donc qui, à part ça, pourrait... Faudrait en fait un mec qui maîtrise suffisamment les codes hollywoodiens, mais qui a toujours une espèce d'approche quand même décalée et suffisamment de personnalité pour en faire un truc qui soit pas juste lambda et une simple illustration, comme les films d'une de la chaîne Sci-Fi, qui était juste une illustration un petit peu bateau et sans trop de personnalité. Est-ce que vous croyez que James Gunn pourrait faire partie de ces potentiels? C'est pas lui à qui je reprends ça en premier parce que je le vois pas trop sur ce genre de délire. Mais en même temps, c'est difficile parce que peut-être qu'il a ça en lui. Quand Peter Jackson a lancé le truc du Seigneur des Anneaux, tout le monde disait mais Peter Jackson, mais il fait des petits films d'horreur, on s'en fout. Et en fait, non, voilà. Donc on peut pas trop savoir. Donc peut-être que James Gunn sera approprié. Mais je sais Il ne pas. faut pas généraliser nécessairement avec tous les réalisateurs. Certains vont tenter de se pousser, de pousser leurs limites finalement. Bien sûr. Et en plus, selon la carrière d'un réalisateur, bien sûr, il ne peut pas exprimer toutes les facettes de sa personnalité. Déjà qu'un réalisateur puisse mener un film à bout, vu le bordel que c'est un miracle. Alors en plus, imposer une vision qui soit un petit peu exigeante, quoi, ça se fait tellement rarement. Hein. Des grandes exceptions à ça aujourd'hui, c'est un mec comme Christopher Nolan, qui a ce degré de film, arrive à faire des putains de trucs comme Dark Knight, Inception, ou... Putain, Inception. Ouais, lui, vraiment, ça fait plaisir qu'un mec comme lui, à cette échelle, existe. Mais voilà, ouais, pour Dune, je sais pas, un mec à la Terry Gilliam. Mais en même temps, Gilliam a un imaginaire qui est vraiment tellement, je sais pas, fantasque d'une certaine manière, qui colle pas exactement à l'univers de Dune tel que je l'imagine, mais c'est ce genre de profil, un petit peu à la fois dans le système, mais hors du système. D'accord.